Oui, donc on m'a demandé de faire une formation sur la jeunesse et la précarité dans la crise en Europe. On a observé ces dernières années dans les processus révolutionnaires qu'il y a eu notamment dans le monde arabe que les jeunes avaient joué un rôle central dans ces affrontements, dans une moindre mesure, on l'a vu aussi cette année en France dans la mobilisation contre la loi travail. Et du coup, c'est vrai que ça semble avoir un sens pour ouvrir ces RIJ, d'avoir une discussion à la fois sur la place de la jeunesse dans le système, sur l'impact de la crise sur les conditions d'existence de la jeunesse, et puis sur ce que la crise fait aux capacités de mobilisation de cette jeunesse. En 2011 à Madrid, une série de collectifs universitaires et de jeunes précaires se réunissaient derrière le slogan « Juventud sin futuro ». Et derrière ce slogan, en fait, il y avait l'idée qu'aujourd'hui, les jeunes, y compris les jeunes ayant eu accès à l'enseignement supérieur, ils étaient promis un avenir qui était fait de conditions de vie et de conditions de travail extrêmement précaires. C'est bon ? Et en effet, les conséquences de la crise de 2008, elles ont été plus violentes pour les jeunes. Et on assiste aujourd'hui, dans un contexte de dégradation continue des conditions de travail du prolétariat, à un approfondissement de la prolétarisation de la jeunesse. Pour donner quelques chiffres, en Espagne, le taux de chômage des jeunes est passé de moins de 20% en 2007 à plus de 55% en 2013. Un autre chiffre, en Italie, le taux de chômage est passé de plus de 20% à presque 40% sur les mêmes années. Et s'il n'y a pas eu de crise spécifique pour les jeunes, il y a eu des répercussions qui sont plus violentes pour les jeunes parce que les jeunes constituent une catégorie spécifique du prolétariat, ce qui est à la fois la conséquence des attaques combinées de la classe dirigeante et puis du développement du capitalisme. Dans notre système, en fait, les jeunes sont utilisés comme variable d'ajustement sur le marché du travail. Et notamment le type de contrat le plus fréquent qu'on rencontre quand on est jeune, c'est les contrats à durée déterminée, notamment par le biais de missions d'intérim, qui permettent au patronat de se procurer une main-d'œuvre qui est docile et corvéable. La plupart des jeunes salariés sont également à temps partiel imposés, et donc ils touchent des salaires de misère, ce qui rend leur autonomie de plus en plus difficile. Et on a un phénomène bien connu qui se développe, notamment au Royaume-Uni, mais aussi de plus en plus en France, qu'on appelle les working poors, autrement dit les travailleurs pauvres, qui, bien que travaillant, vivent fréquemment dessous du seuil de pauvreté et sont majoritairement des jeunes. En fait, depuis plusieurs dizaines d'années, l'objectif de la classe dirigeante, c'est de faire baisser le coût du travail pour maximiser ses profits, ce qui veut dire en fait comprimer la part des salaires des travailleurs dans la richesse qui est produite. Et en créant des statuts spécifiques pour les jeunes, qui sont en quelque sorte dérogatoires aux garanties collectives que les salariés peuvent avoir sur le marché du travail, les patrons bénéficient d'une main-d'œuvre qui est à très bas prix, et ils instaurent comme ça une concurrence entre les générations qui sert à tirer l'ensemble des conditions de travail vers le bas, et qui sert à niveler les salaires vers le bas, à faire augmenter la précarité, et à briser toutes les garanties collectives qui peuvent encore exister. De ce point de vue-là, les jeunes constituent une catégorie particulière de l'armée de réserve des travailleurs, que le capitalisme utilise en fonction de ses besoins et met sur la paille en temps de crise. Et c'est cette place spécifique de la jeunesse sur le marché du travail qui est du coup un problème pour l'ensemble des travailleurs, parce qu'en s'attaquant à une partie de la classe ouvrière, ce sont les conditions de travail de l'ensemble des travailleurs qui sont remises en question. L'autre conséquence de la crise pour les jeunes à l'échelle européenne, mais en fait même à une plus large échelle, ça a été une forte augmentation du chômage. Pendant la grosse vague de licenciements qu'on a connue en 2009, les premiers à se faire virer, c'était les jeunes, parce que c'était justement eux qui occupaient les places, les postes les plus précaires, notamment les postes d'intérim dont je parlais juste avant. C'est la règle du marché qu'on appelle last in first out, c'est-à-dire dernier arrivé, premier dehors. Et c'est ce qui explique que les jeunes soient plus particulièrement victimes du chômage, parce que justement ils sont jeunes. Cette situation, c'est celle de la jeunesse, donc d'une partie de la classe ouvrière, mais en fait elle n'est pas si différente du reste de la situation que peut vivre notre classe. Les jeunes ont été plus durement frappés par la crise, mais l'ensemble des travailleurs ont été frappés par la crise, et cette précarisation croissante, ces reculs en termes de droits, etc., ils sont valables pour l'ensemble de la classe ouvrière.
En fait, on peut dire qu'on a une génération du salariat qui est précarisée, flexibilisée, émiettée et mise en concurrence avec l'ensemble des salariés. C'est sûr que dans ce contexte, la question de l'unification de notre classe, de sa conscience de ses intérêts en commun, elle peut paraître en tout cas un peu difficile à élever. Faire grève quand on n'a pas d'emploi stable, quand on a des contrats qui sont à durée déterminée. Faire grève donc quand on n'a pas d'emploi stable, quand on a des contrats à durée déterminée et qu'en fait on n'est pas sûr d'être réembauché la semaine suivante ou les jours d'après. Faire grève quand on travaille dans un secteur où sur nos lieux de travail on rencontre jamais plus d'un ou deux collègues et qu'on n'est jamais en contact avec plus d'un ou deux autres travailleurs. Ces questions de la grève, elles se posent de façon évidemment un peu plus difficile. Cette question de la précarité de toute une génération de travailleurs, de toute une partie de la classe ouvrière, nous, elle nous intéresse en tant que révolutionnaires, parce que pour nous, c'est la classe ouvrière qui est la force sociale qui a le pouvoir de renverser le système capitaliste. Moi, les questions que je vais poser à travers cet exposé, c'est d'abord quel enjeu ça nous pose, cette situation d'extrême précarité. Est-ce que cette situation-là, elle suffit à décrédibiliser l'idée que la classe ouvrière, elle joue encore un rôle déterminant dans la lutte des classes? Et comment, malgré tout, c'est possible d'unifier notre classe? Et en fait, ce à quoi on assiste depuis le début de la crise, c'est la montée d'une nouvelle combativité chez les jeunes salariés précaires de divers secteurs, aux statuts et conditions de travail qui sont très différents, qui appartiennent à la restauration rapide, au commerce ou au nettoyage, ou encore au centre d'appel. On pourrait citer tout à la fois les mobilisations massives en 2008 de ce qu'on a appelé la génération 600 € en Grèce. C'est-à-dire que dès 2008, il y a eu des luttes contre les bas salaires de jeunes précaires. On pourrait aussi citer les mobilisations des indignés auxquelles les jeunes ont largement pris part. Parler de toute la génération de jeunes cheminots qui a joué un rôle central dans les grèves en France en 2014 dans le secteur ferroviaire. Je pourrais citer aussi tout un tas de grèves localisées dans les secteurs sur lesquels personne n'aurait jamais parié du fait justement de leur extrême précarité et de leur éclatement. Pour donner un seul exemple, il y a une grève qui a duré 105 jours aux Pays-Bas en 2012 dans le secteur du nettoyage, qui est un secteur qui est très féminisé, qui regroupe peut-être les plus précaires de tous les précaires, et où les travailleuses sont complètement dispersées dans les nombreuses entreprises qui sous-traitent ces tâches de nettoyage. Alors évidemment, cette nouvelle génération de la classe ouvrière, c'est pas une nouvelle génération qui suffirait d'appeler à la lutte pour qu'elle se batte à tout moment, mais par contre c'est loin d'être la masse amorphe et individualiste dont tous les commentateurs des mutations de la classe ouvrière nous parlent. En fait, on a des centaines de milliers de jeunes qui à la fois subissent la pression accrue de la crise, mais qui ont connu une ou plusieurs mobilisations de masse avec un début d'accumulation d'expérience. Paradoxalement, l'aggravation des conditions de vie et de travail, ça pousse à une certaine homogénéisation des préoccupations et des conditions de vie. Et le chômage et la précarité importante sont le commun et l'avenir de la jeunesse partout à travers le monde. Et du coup, c'est pas un hasard si les révolutions qui ont... Du coup, c'est pas un hasard si les révolutions qui ont eu lieu dans le monde arabe, au sein desquelles les jeunes sont largement mobilisés, elles ont trouvé un écho particulièrement important dans la jeunesse des pays du nord de la Méditerranée. Pour donner une explication d'ordre un peu plus général sur le rôle de la jeunesse, c'est une couche sociale qui est particulièrement active dans la lutte des classes. Avant le capitalisme, en fait, la jeunesse, ça constituait pas spécialement un âge qui était distinct des autres, mais la nécessité d'inculquer une qualification, même élémentaire, une qualification même élémentaire à un grand nombre de futurs travailleurs, à séparer les jeunes adultes par le biais de l'institution scolaire, qui du coup constitue une sorte de mise en quarantaine de la jeunesse. C'est ce moment-là de mise en quarantaine de la jeunesse qui fait des jeunes, qui soient encore scolarisés ou bien déjà sur le marché du travail, donc c'est ce moment de mise en quarantaine qui fait des jeunes qui sont encore scolarisés ou bien déjà sur le marché du travail, qui rend les jeunes plus disponibles à la lutte pour différents éléments. D'abord, la place des jeunes par rapport à l'appareil de production. Les jeunes sont soit en dehors de l'appareil de production quand ils sont uniquement scolarisés,
soit exploités depuis moins de temps que le reste des travailleurs. Et du coup, ils sont beaucoup moins exposés aux effets aliénants du travail. La jeunesse, en fait, a plus de temps. Voilà. Donc, je disais que ce moment de mise en quarantaine, ça rend les jeunes plus disponibles à la lutte pour différents éléments. D'abord, pour sa place par rapport à l'appareil de production. Les jeunes sont soit en dehors de l'appareil de production quand ils sont uniquement scolarisés, ou alors ils sont exploités depuis moins de temps que le reste des travailleurs. Ce qui fait qu'ils sont moins exposés aux effets aliénants du travail. Et que du coup ils subissent depuis moins longtemps le matraquage de l'idéologie dominante. Et ils ont donc plus de facilité à remettre en cause cette idéologie dominante. L'autre élément, c'est que la jeunesse n'est pas encore pleinement intégrée à la société bourgeoise. Et donc elle a moins de contraintes pour agir. Souvent quand on est jeune, on n'a pas d'enfants à charge, on n'a pas de crédit en cours, etc. Et le dernier élément, c'est que la jeunesse est plus encline à se mobiliser parce que les défaites du passé pèsent moins sur sa conscience. Ce qui fait que la jeunesse est moins contrôlée par les bureaucraties syndicales ou les partis politiques traditionnels, et notamment aux freins qu'elles peuvent représenter dans la lutte. Finalement, les jeunes, c'est ceux qui ont moins à perdre à un changement de société. Avec le reste de la classe ouvrière. C'est ce qui fait de la jeunesse, c'est ce qui fait que la jeunesse a un rôle d'avant-garde tactique pour entraîner par ses mobilisations l'ensemble de la classe ouvrière dans la lutte. Et c'est ça le point important, c'est que si la jeunesse est capable de mener des actions qui poussent à une lutte d'ensemble, mais par contre la jeunesse ne décide pas de l'issue de ces luttes d'ensemble, parce que la jeunesse prise de façon isolée n'est pas une classe sociale, et c'est pour ça que son rôle est plus souvent un rôle de détonateur, d'entraînement du reste de la classe ouvrière. Bon, alors le temps manque dans cet exposé pour discuter des contours précis de la classe ouvrière, qui en fait partie, qui n'en fait pas partie. Mais bon, rapidement, pour nous, la classe ouvrière est composée de tous celles et ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre pour survivre et qui sont obligés de se salarier pour gagner leur vie. C'est toutes celles et ceux qui ne sont pas propriétaires des moyens de production, de communication et d'échange. Et qui travaillent dans des usines, dans des bureaux ou dans des champs. Ils ont en commun de travailler au bénéfice de quelqu'un d'autre et de ne pas avoir d'autres sources de revenus. Généralement, dans les milieux politisés, on insiste sur la fragmentation de la classe ouvrière dans les vieux pays capitalistes. Et sur la diminution de la proportion des ouvriers d'usine dans la population active. Mais en fait, si on adopte un point de vue plus international, le tableau est un peu différent. En fait, ce qui est indiscutable, c'est que la classe ouvrière, elle est aujourd'hui plus nombreuse qu'elle n'a jamais été nombreuse. Pour vous donner une idée, rien qu'en Corée du Nord, aujourd'hui, il y a plus de travailleurs salariés que dans le monde entier à l'époque de Marx. Et la classe ouvrière constitue aujourd'hui entre 80 et 90% de la population dans les pays les plus industrialisés.
En Europe particulièrement, la transformation de paysans, d'artisans ou d'individus issus d'autres classes sociales en prolétaires se poursuit tous les jours. Et des milliers de paysans dans les pays sont obligés chaque année de migrer vers les villes et de devenir des salariés pour survivre. Dans le même temps, un grand nombre d'activités de services sont en quelque sorte industrialisées. Par exemple, le travail dans les commerces, dans les services. Si on pense à McDo, à des boutiques comme H&M, au centre d'appel, ça ressemble de plus en plus à du travail à la chaîne. Cette classe ouvrière, aussi diverse soit-elle, pour nous, elle joue un rôle central dans la lutte des classes pour 3 éléments. Alors d'abord pour son nombre, mais ça c'est ce que je viens de développer. Le deuxième élément, c'est son rôle dans la production. Parce que ce sont les travailleurs qui, par leur travail, font fonctionner les usines, l'électricité, les transports, la communication. Ce qui évidemment donne aux travailleurs un pouvoir de blocage de l'économie à travers la grève. Mais ça procure aussi un impact dans la lutte quand les travailleurs utilisent leur outil de travail pour lutter. Le troisième élément, c'est la capacité de la classe ouvrière à s'organiser. Parce que les travailleurs sont obligés de s'associer pour régler les problèmes contre leur patron. Le cadre du travail, ça oblige à un minimum de discipline, à apprendre à coopérer avec ses collègues. Et c'est ce qui donne une forme collective aux luttes des travailleurs, les assemblées générales, la grève, etc. Ces formes collectives de lutte de la classe ouvrière, ça constitue à la fois un exemple et en même temps une sorte d'aimant pour les luttes des autres opprimés. C'est en conjuguant ces 3 caractéristiques qu'on comprend le rôle de la classe ouvrière. Mais l'impact dans la lutte des classes, c'est pas simplement une question de rôle dans la production. En fait, le pouvoir de blocage de la classe ouvrière, c'est que le point de départ. Et l'issue de la lutte dépend surtout de la capacité à étendre la mobilisation, à étendre la grève, en un mot, à organiser l'affrontement. Et c'est cette extension de la grève qui met le plus en difficulté les classes dirigeantes, parce qu'elle porte en elle non seulement des dégâts en termes de profit, mais aussi dans la prise de conscience la prise de confiance de la classe ouvrière dans sa propre force. C'est pour ça que pour nous, la grève générale, au moins dans les pays où les travailleurs salariés sont la majorité de la population, elle est au cœur de notre stratégie révolutionnaire. Elle permet à la fois le blocage de l'économie, mais surtout elle libère les travailleurs de l'esclavage qu'ils connaissent dans leur lieu de travail. Se mettre en grève, c'est avoir le temps de se réunir, d'agir, de se battre, de se rencontrer, de se former. Et en fait, la révolution n'est pas seulement nécessaire pour abattre le système capitaliste, elle est aussi le processus par lequel la classe ouvrière, en cherchant à transformer les circonstances, elle se transforme elle-même et elle devient capable de diriger la société. Bon, à ce stade-là de l'exposé, on peut se dire que le chemin vers ça, il peut paraître un peu long et tortueux, parce que j'ai à la fois dressé le portrait d'un prolétariat, ou en tout cas d'une grande partie de ce prolétariat, c'est-à-dire de sa jeunesse, qui est dans une situation d'extrême précarité,
avec de moins en moins de droits sur le marché du travail, largement fragilisé et fragmenté, qui est en concurrence permanente. Et d'un autre côté, j'explique que c'est ce prolétariat-là qui encore aujourd'hui est la clé pour renverser ce système et que tout repose sur cette classe sociale. C'est sûr que du coup c'est légitime de se demander, dans ce contexte, comment on peut surmonter les difficultés qui sont liées à la fois à l'état de la classe ouvrière, sa précarité, son émiettement, et aux conséquences de cette explosion de notre classe sur sa conscience. En fait, un premier élément de réponse consiste à regarder un peu en arrière l'histoire de la classe ouvrière et de voir que la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'est pas si inédite. Il y a eu une transformation de la classe ouvrière, c'est sûr, mais en fait, depuis la naissance du capitalisme, la classe ouvrière se transforme. Et pour le dire un peu simplement, la classe ouvrière, en fait, c'était pas forcément plus simple avant, et les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui pour unifier notre classe, elles sont peut-être assez similaires aux difficultés que rencontrait le mouvement ouvrier au 19e ou au 20e siècle. En fait, l'image qu'on se fait du prolétariat à la fin du 19e et au début du 20e siècle, donc à l'époque où le mouvement ouvrier était le plus conscient et le plus actif, cette image qu'on a là de la classe ouvrière, c'est-à-dire celle des très grandes concentrations ouvrières, des bastions ouvriers, au sein desquels les ouvriers disposent d'une reconnaissance juridique, où le contrat à durée indéterminée est la règle, et auxquels sont accolés tout un ensemble de droits qui ont été gagnés par un rapport de force favorable. Cette image qu'on a du prolétariat, c'est en partie le résultat d'une confusion qui nous fait confondre le fonctionnement normal du capitalisme avec la période des 30 Glorieuses, qui est plutôt une parenthèse dans cette histoire du capitalisme. En fait, la situation du prolétariat au 19e siècle et au début du 20e, elle est loin d'être aussi réjouissante. Pour prendre un seul exemple, et celui que je connais le mieux, à Paris en 1848, le prolétariat était à la fois extrêmement nombreux, mais dispersé et divisé en de nombreux métiers. En métiers qui étaient souvent rivaux et où la tradition des corporations du Moyen-Âge était loin d'avoir disparu. Dans beaucoup d'usines, le travail saisonnier était la règle. Et il y avait seulement une petite minorité d'ouvriers qualifiés, en particulier les mécaniciens qui étaient embauchés à l'année. Et pourtant 1848, c'est une année de mouvement révolutionnaire en France. Même dans les années 20, dans les années 1920, la grande usine, c'est pas forcément la référence obligée de la lutte des classes. La première grande grève dirigée en 1924 par le tout jeune Parti communiste français, elle a lieu au fin fond de la Bretagne, donc, qui est une région de France qui se situe à l'ouest et qui n'est pas spécialement urbanisée ni industrialisée à cette époque-là. Et c'est chez ce qu'on a appelé les pennes sardines, c'est-à-dire des sardinières, qui étaient des travailleuses qui mettaient en boîte des sardines dans des petits ateliers. S'il y a une leçon qu'on peut tirer de cette période, c'est bien qu'on peut avoir un prolétariat qui est minoritaire dans la société, dispersé, précarisé et divisé, et en même temps un mouvement ouvrier qui est puissant, dynamique, et qui devient une référence incontournable d'un point de vue politique.
Peut-être pour donner un exemple de ça autre part qu'en France, l'exemple un peu évident qui vient en tête, c'est la révolution d'octobre 1917 en Russie, où c'est non pas à l'échelle d'une ville, mais c'est à l'échelle de tout un territoire où le prolétariat s'empare du pouvoir, dans un pays où il était extrêmement minoritaire, puisque près de 90% de la population était paysanne. Mais la révolution russe a fait la démonstration qu'un prolétariat conscient et organisé, même minoritaire, est capable d'entraîner derrière lui toutes les autres couches opprimées de la société. Donc il ne s'agit pas tellement de dire que la classe ouvrière ne s'est pas transformée, elle se transforme évidemment en permanence. Mais de montrer que par contre les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, elles ne sont pas tant liées à la sociologie de la classe ouvrière qu'à une transformation du mouvement ouvrier et des organisations de la classe ouvrière. Ce qui a changé, c'est que les partis qui se réclamaient de la classe ouvrière ont peu à peu arrêté de militer pour son émancipation. Il y a eu les réformistes d'abord et puis les staliniens. Et que c'est un véritable rouleau compresseur qui est passé sur la société pendant des dizaines d'années pour écraser les luttes du prolétariat, pour les empêcher, et pour asséner encore et toujours au prolétariat qu'il n'a plus aucun rôle politique à jouer. Et finalement, ce rouleau compresseur a fini par atteindre son but, c'est-à-dire ôter à l'esprit du prolétariat que le mouvement ouvrier, ce que le mouvement ouvrier du début y avait implanté. Et à la fin des années 70, de nouveau, le prolétariat n'était plus en mesure de se considérer autrement que comme une force d'appoint aux luttes d'autres couches sociales. Bon, j'ai essayé de dresser un bilan de l'état de la classe ouvrière, à la fois d'un point de vue objectif et puis d'un point de vue subjectif. Et à partir de là, il faudra en tirer des conclusions sur nos tâches à nous, révolutionnaires, pour surmonter ces obstacles. Pour discuter un peu de ces conclusions-là, j'ai fait le choix de repartir du bilan de la mobilisation contre la loi travail, donc la dernière mobilisation qu'on a connue en France, pour voir les difficultés qu'on a rencontrées, nous, dans ce mouvement, qui sont en fait assez caractéristiques de tout ce que je viens de développer. La façon dont on a cherché à les surmonter, les leçons qu'on peut en tirer. Bon, d'abord, la première chose qu'on peut en dire, c'est que cette mobilisation, elle se situe dans un contexte de remontée des luttes. À une échelle européenne, ça on l'a déjà dit, mais aussi à l'échelle de la France. Et ces luttes, qu'elles soient sur des questions de salaire, contre des suppressions d'emplois, contre la dégradation des conditions de travail, qu'elles se situent dans des entreprises privées ou dans la fonction publique, elles sont toutes restées isolées. Et la mobilisation contre la loi travail en France, elle a concrétisé le réveil de la combativité collective du monde du travail. Elle a exprimé le mécontentement accumulé par la multitude de mesures anti-ouvrières prises par le gouvernement socialiste et qui étaient restées jusque-là sans réponse. Un premier élément sur cette mobilisation, c'est qu'au moment de l'annonce du projet de la loi, si toutes les confédérations syndicales s'en sont démarquées, aucune n'en a exigé le retrait. Et c'est la pression de leur base syndicale, dont une des premières expressions a été la signature par plus de 1,3 million de personnes d'une pétition « La loi travail non merci »,
qui a poussé les confédérations syndicales à adopter la revendication du retrait pour la majorité d'entre elles. La principale, il n'a jamais été explosif et n'a jamais entraîné l'ensemble des travailleurs. Dans les entreprises, et notamment dans les entreprises privées en particulier, même si beaucoup de travailleurs ont débrayé ou manifesté, ils n'ont jamais représenté qu'une petite minorité des effectifs. Par contre, la durée même de la mobilisation, elle a permis à différentes catégories de la classe ouvrière de s'exprimer dans l'action, parfois directement contre la loi travail, parfois avec des revendications spécifiques. C'est la durée du mouvement qui a permis au mouvement d'entraîner successivement différents secteurs de la classe ouvrière, mais à tour de rôle. Les directions syndicales, si elles assumaient la direction du mouvement en le structurant autour de journées d'action interprofessionnelles et de manifestations successives, elles n'ont jamais cherché à organiser le tous ensemble. Pour donner un exemple de ça, alors que des milliers de lycéens et étudiants étaient dans la rue contre la loi travail, la fédération du rail de la CGT, qui est le syndicat majoritaire en France, expliquait qu'il fallait encore attendre un peu pour que les cheminots entrent en grève reconductible. Là où des militants révolutionnaires étaient implantés, ils ont pu jouer un rôle qui allait à contresens. Ce qui explique que, par exemple, il y ait certaines gares en région parisienne notamment, qui soient parties en grève reconductible avant l'appel officiel de la fédération. Alors sans prétendre qu'une attitude inverse de la part des directions syndicales aurait automatiquement mené à la grève générale, c'est clair qu'il aurait été possible de chercher à étendre les grèves. Notamment parce que partout, la direction de la CGT a envoyé le feu vert, sa base s'y est engouffrée et a montré son ras-le-bol de rester dans la passivité, comme elle était réduite à le faire depuis que la gauche a accédé au pouvoir. Surtout dans tous les secteurs concernés, si ceux qui ont participé au mouvement ont constitué une minorité, ils n'ont jamais été rejetés par leurs camarades de travail. En fait, selon les sondages, 70% des personnes interrogées approuvaient le mouvement. Ce qui signifie en clair que la quasi-totalité des travailleurs le soutenaient, même s'ils n'y participaient pas activement. En fait, tout s'est passé comme si la majorité des travailleurs participaient au mouvement par délégation. Et ça, la tactique des directions syndicales l'a largement nourrie à travers l'idée d'un blocage de l'économie, c'est-à-dire d'une grève par substitution, en parlant de blocage par le fait des secteurs logistiques les plus avancés dans le mouvement, c'est-à-dire les transports, l'énergie par exemple. Alors qu'il y avait déjà depuis un certain moment une foule de résistance populaire qui demandait qu'à prendre une expression générale et qui ne cherchait pas de substitutif. A l'inverse de ces blocages, c'est l'extension de la grève que les militants révolutionnaires ont cherché à défendre partout où ils étaient implantés. En expliquant que la police peut bien déloger quelques centaines de manifestants qui bloquent une raffinerie. Mais par contre, ils ne peuvent pas remplacer les salariés de ces raffineries en grève, qui ne peuvent pas s'improviser conducteurs de train, etc. La dernière et pas la moindre ruse adoptée par la direction syndicale pour encadrer le mouvement et pas le laisser leur échapper. Ça a été la méfiance des cadres d'auto-organisation, des travailleurs, voire leur combat. Parce qu'ils pouvaient servir de cadre à l'expression autonome des travailleurs en lutte.
Et le mouvement lui-même n'a pas eu la puissance nécessaire pour imposer sa propre dynamique aux appareils syndicaux. Et ces derniers ont gardé la maîtrise des choses tout au long de la mobilisation. Ce sont ces cadres que les militants révolutionnaires ont cherché à construire là où ils étaient implantés et qui auraient dû permettre au mouvement d'aller au bout de ses possibilités. Parce que ce sont ces cadres qui permettent aux travailleurs de prendre en charge l'extension de la grève, mais aussi parce qu'ils permettent que la participation des travailleurs soit la plus active et la plus consciente possible, et que souvent ils révèlent aux travailleurs leur propre force. Dernière conclusion de la mobilisation. À l'heure actuelle, on ne sait pas si oui ou non c'est terminé, parce que c'est la période des vacances. Donc on ne sait pas si c'est terminé ou pas, parce que là c'est quand même plutôt en pause, parce qu'on est en période de vacances. Mais à l'heure actuelle, on a quand même plutôt perdu. Par contre, il faut avoir à l'esprit que le mouvement, les manifestations et les débrayages ont fait que des dizaines et des centaines de milliers de travailleurs se sont posés une multitude de questions qui ne se posaient pas avant. Tous ceux qui se sont battus, mais aussi tous ceux qui ont suivi solidaires ce bras de fer entre les travailleurs et le gouvernement, ont fait l'expérience de la hargne anti-ouvrière du gouvernement qui d'ailleurs se prétend socialiste. Ils ont pu constater comment fonctionne la démocratie bourgeoise. Bref, les jeunes et les travailleurs ont accumulé une expérience et surtout des forces militantes pour préparer les prochains affrontements. Plus largement, cette mobilisation, elle présente le caractère politique d'un mouvement national profond et diffus qui se cherchait auparavant dans de multiples mouvements partiels. Elle annonce que quelque chose se prépare au sein de la classe ouvrière et de la jeunesse et qui doit en être le débouché. C'est une explosion générale. Mais par contre, ce débouché, l'explosion générale, il n'a rien d'automatique. Notamment parce que ce qui a manqué dans le mouvement, c'est des militants de la grève générale qui cherchent à pousser à la généralisation de la grève, qui construisaient des cadres d'auto-organisation pour dépasser les bureaucraties syndicales et qui poussaient à un affrontement d'ensemble. À l'heure actuelle, en France, le nombre de révolutionnaires implantés dans la classe ouvrière, il se compte pas en milliers, pas en centaines, il se compte plutôt en dizaines. La question, c'est est-ce que les travailleurs qui ont fait cette première expérience dans le mouvement, ils vont adopter cette politique-là dans les prochains conflits? Bon bah ça, c'est pas sûr non plus. Parce que ce qu'on a observé ces dernières années, c'est que bien souvent, après des mouvements d'envergure, c'était pas forcément le camp des révolutionnaires qui en est sorti renforcé, et que souvent les luttes, elles débouchaient sur le terrain électoraliste, et se sont tournées vers des solutions réformistes de type Syriza ou Podemos. La leçon qu'on peut tirer de la période actuelle, donc je disais, est-ce que les travailleurs qui ont fait une première expérience dans ce mouvement, ils vont adopter cette politique de chercher à étendre les grèves, militer pour la grève générale, etc. dans les prochains conflits? C'est pas une certitude. Parce que ce qu'on a observé ces dernières années, c'est que bien souvent, après des mouvements d'envergure, c'est pas toujours le camp des révolutionnaires qui en sortait renforcé. Et que souvent les luttes ont débouché sur le terrain électoraliste et se sont tournées vers des solutions réformistes du type de Syriza ou Podemos. La leçon qu'on peut tirer de la période actuelle, c'est que le processus de reconstruction de la conscience, il en est encore à ses débuts. Et que la pire chose que pourraient faire les révolutionnaires dans ce contexte, c'est de ne pas combattre les solutions politiques de type réformiste. Il faut chercher à ce que les mobilisations, elles débouchent sur des victoires pour faire la démonstration de la force de la classe ouvrière
Pour que la classe ouvrière prenne confiance dans ses propres forces. Et pour faire en sorte que les mobilisations, elles débouchent sur le terrain des travailleurs eux-mêmes, c'est-à-dire sur le terrain de la lutte des classes. Ça dépendra de la capacité des révolutionnaires, d'abord à s'implanter dans la classe ouvrière, pour y défendre une politique d'auto-organisation et y jouer un rôle de confrontation dans la lutte des classes. Et puis de la capacité des révolutionnaires à construire des organisations qui se démarquent clairement des réformistes, pour tourner l'ensemble des travailleurs et des travailleuses qui auront fait l'expérience de la lutte des classes avec nous, des idées de la révolution.